La résistance entêtée des Ukrainiens, leur capacité d'adaptation et d'innovation invitent à poser la question « L'Ukraine peut-elle encore gagner la guerre que lui a imposée la Russie ?» A-t-elle pris l'ascendant en matière de drones et de robotisation des combats? Quels seraient les contours et les conditions de ce qu'on pourrait appeler une victoire? Faut-il passer nécessairement par la justice avant d'arriver à la paix? De tout cela, nous parlons ce soir avec mes invités dans le club Le Figaro International. Bonsoir, vous êtes chercheuse à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Vous êtes également membre associé du Centre de recherche en histoire des Slaves à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes docteur en sciences politiques, diplômée de l'INALCO, traductrice du russe. Et vous êtes également membre du conseil scientifique de la revue Questions internationales. Votre dernier livre vient de paraître aux éditions des Arènes. La guerre d'Europe a commencé. Un brillant décryptage des ressorts et des objectifs de Poutine vis-à-vis de l'Ukraine et de l'Europe. Lilia Kursik, bonsoir. Vous êtes juriste et ukrainienne, membre de l'Association des femmes juristes d'Ukraine, coordinatrice des femmes juristes à l'étranger. Vous êtes arrivée à Paris en 2021. Vous y poursuivez un master en prévention, arbitrage et résolution des conflits aux hautes études internationales et politiques, ainsi qu'une formation spécialisée en justice transitionnelle à l'Université catholique de Louvain. Vous travaillez sur les questions de la justice transitionnelle en Ukraine et pour l'Ukraine, ainsi que sur les conditions pour construire une paix juste et durable. Patrick Saint-Paul, bonsoir. Bonsoir Philippe. Vous êtes le rédacteur en chef du service international du Figaro, ancien correspondant à Jérusalem, Berlin et Pékin, et surtout vous revenez d'Ukraine, tout juste, avec un formidable reportage sur la guerre des drones. Vous avez eu un accès privilégié et rare à Robert Brovdi, le chef de la guerre des drones en Ukraine, dans son bunker tenu secret près du front, et vous allez nous raconter ce que vous y avez vu. Alors justement, je voudrais qu'on commence par des images, une vidéo que vous avez tournée là-bas, qui a été montée pour les réseaux sociaux du Figaro. On va la regarder tout de suite. Nous sommes dans la région de Dnipro, dans un repli du fleuve, avec une équipe d'intercepteurs de drones appartenant à la brigade des Magyar Birds. Ils se sont installés à la tombée de la nuit. Il faut savoir que nous sommes dimanche soir et que le dimanche matin, les Magyar Birds ont fait des frappes en profondeur dans le territoire russe. Ils ont notamment frappé Moscou, où ils ont provoqué la mort de 4 civils. Donc les hommes s'attendent à des représailles assez fortes ce soir. À un moment, une trentaine de drones qui volent au-dessus de la position, donc ça devient très très dangereux. On les entend vraiment bourdonner, c'est comme un bruit de tondeuse qu'on a au-dessus de la tête. Et les hommes nous disent de courir de façon dispersée, mais heureusement protégés par les mitrailleuses lourdes Browning. Les hommes parviennent assez rapidement à abattre plusieurs de ces drones. Les mitrailleuses lourdes Browning tirent des balles traçantes pour éloigner les drones, surtout pour protéger en fait la position des opérateurs de drones qui sont dans la camionnette, qui lancent un premier drone intercepteur. Au loin, on voit les lumières de la ville et au cours de la nuit, les Russes ont lancé 350 drones sur la ville. D'après les hommes avec lesquels nous étions, c'est eux-mêmes ont rarement une telle intensité. La journée suivante, on s'est approché du front avec une autre équipe qui appartient à la brigade des Magyar Birds, qui est une équipe assez spécialisée dans une nouvelle forme de frappe, les middle strikes, c'est-à-dire que ce sont des frappes à moyenne portée dans un rayon de 200 km. Et en fait, depuis le mois de janvier, ces équipes de middle strike ont un peu changé le cours de la guerre. Les drones sont responsables de l'élimination de 80% des soldats russes depuis le mois de janvier. Les drones éliminent plus de soldats russes que Vladimir Poutine ne parvient à en recruter. Donc c'est un véritable tournant, ça pose de gros problèmes à Poutine. Tout cela est attribuable en grande partie à un homme et il s'appelle Robert Brovdi. C'est un homme activement recherché par les Russes, c'est l'homme à abattre des Russes. Quand on arrive dans son bunker, on dirait sorti d'un film de James Bond. Et aujourd'hui, il commande tous les systèmes sans pilote, tous les drones. L'Ukraine a créé un état-major spécialisé. C'est lui qui commande ce nouvel état-major. L'armée de Robert Brovdi a pris une importance cruciale depuis qu'il a pris le commandement en juin 2025. Avec 2% des hommes de l'armée ukrainienne, il abat
abat 30% des soldats russes. Patrick, vous allez nous dire ce que vous avez découvert, appris là-bas, mais juste avant, Lilia Kuzik, Robert Brovdi, c'est un nom qui est connu de tous les Ukrainiens, ou bien vous le découvrez là? Non, les noms est très bien connu. Donc, c'est notre héros de l'Ukraine. C'est une star en Ukraine? Oui, bien évidemment. Oui. Et il était connu avant la guerre parce que c'était un très riche négociant de céréales? Non, moi, pas spécialement connu, mais... Et c'est donc son action pendant la guerre qui a fait de lui une sorte de héros national? Oui, action sur les drones. Ses vidéos surtout. Il s'est fait connaître par ses vidéos sur les réseaux sociaux parce c'est des vidéos assez marquantes où il montre l'agonie des soldats russes qui viennent d'être abattus par un drone. Il ne fait pas dans la dentelle. Il fait des commentaires assez choquants et acides au moment où les gens agonisent. Et il s'est fait, comme il y a quand même les Ukrainiens souffrent beaucoup de cette guerre, il y a aussi un désir de revanche. Et là, ils ont trouvé l'homme qui leur permet d'assouvir cette vengeance d'une certaine façon. Et donc, il est devenu très populaire parce qu'il poste plusieurs vidéos par jour depuis le début du conflit de ce genre-là. En fait. Des vidéos qui ne sont pas toujours diffusables, par exemple ici? Pas toutes, je ne pense pas. Céline Maranger, vous aviez entendu parler aussi de Brovdi et de cette unité là qui a pratiquement réinventé une des manières de faire la guerre Je pense que les Ukrainiens ont été quand même pionniers dans le domaine des drones. Ils y ont tout de suite vu un moyen de compenser en fait, le déséquilibre démographique avec leur adversaire. Ils ont beaucoup investi dans l'industrie des drones. Ils ont aussi créé les conditions en fait, d'une montée en puissance et enfin, il y a une multitude en fait de petites entreprises fondées par des ingénieurs. C'est testé en temps réel. Ce qui marche est soutenu et encouragé par le ministère de la Défense. C'est très décentralisé. Et c'est très décentralisé, mais en même temps, ils ont créé les conditions pour une production massive quand ça marche bien et aussi pour une adaptation permanente. Ouais. Alors Patrick, dites-nous un peu qu'est-ce qui vous... Vrai, il faut 2 semaines. Ils m'ont dit sur le terrain, là, par exemple, les Magyar Birds travaillent avec plusieurs entreprises privées qui sont à Dnipro, qui est un centre qui fournissent des drones. Des entreprises privées qui fournissent des drones à tout l'état-major des systèmes sans pilote, donc tout ce qui est commandé par Robert Brovdi. Et ils me disent, ils m'ont donné le dernier exemple, c'était le réservoir d'essence. L'entonnoir du réservoir d'essence était trop petit, donc ils ont réalisé qu'ils perdaient trop d'essence et que ça leur coûtait des sommes d'argent astronomiques. Ils ont fait changer le réservoir par l'usine qui produit ces drones-là. Et entre le moment où l'équipe sur le terrain fait remonter les informations pour dire à l'usine « là, ça ne va pas, il faut changer quelque chose », il leur donne 2 semaines pour modifier le drone et sortir un nouveau drone. Et si ça ne marche pas, en fait, il n'y a pas de contrat, mais on ne renouvelle pas les commandes. Donc c'est un système très souple, vraiment d'entreprises privées qui... À un moment dans cette vidéo, vous parlez du QG de Brovdi, vous dites que ça a l'air de sortir d'un film de James Bond. C'est de la high-tech, parce que les images qu'on voit, on pourrait penser qu'il y a un côté bricolage, on met les explosifs dans la tête du drone, on remplit le réservoir d'essence, etc. Mais derrière, il y a une logistique de high-tech, en fait. C'est ça, c'est comme Apple, c'est fait dans un garage, mais c'est du high-tech quand même à l'arrivée. Donc on a l'impression que tout ça, c'est du bricolage. Et il y a un côté bricolage, mais qui explique aussi le succès de ce système. Mais Brovdi, lui, qui vient du monde de l'entreprise et qui a fait fortune dans le commerce de céréales, a appliqué ces méthodes à la guerre des drones. Et il a tout... il avait notamment un logiciel qu'il utilisait à l'époque, qui est un software qui gérait toute la logistique de toutes ces opérations, qu'il a fait convertir, qu'il a fait réécrire pour les drones. Donc il entre toutes les données de absolument tout ce qui se passe. Il y a non seulement des vidéos qui sont entrées dans le système, donc il a
toute la guerre des drones est documentée depuis 3 ans. Donc, il a de 10 à 12 terabytes par jour. Il entre dans une IA. Donc, l'IA n'a pas été commencée à être utilisée encore pour piloter les drones, ni pour prendre la décision de tuer des hommes. Mais il dit que ça viendra, parce que l'homme est faillible et que la machine... Elle sert à quoi pour l'instant, l'IA, alors? L'IA, pour l'instant, gérer toutes ces informations. Elle gère toutes les informations, parce que le problème, c'est de digérer toutes ces informations qui viennent de son logiciel. Et l'IA permet d'optimiser le traitement de toutes ces informations pour l'instant. Mais on n'en est qu'au début et compte aller beaucoup plus loin. Et donc, lui a utilisé tout ce système et il entre absolument tout dans son logiciel. Quel drone a été utilisé pour quelle opération, avec quel opérateur, dans quelles conditions de météo, avec combien d'essence, avec quel type de cible, etc. Et le logiciel lui dit, au bout d'un moment, voilà ce qu'il y a de plus efficace, ce qu'il faut faire. Ça sort des statistiques en permanence qui sont mises à jour tout le temps. Et lui, c'est combien lui coûte la guerre, qu'est-ce qu'il y a de plus efficace, qu'est-ce qu'il faut faire pour optimiser, parce qu'il dit que ce dont on parle tout le temps, évidemment, c'est le manque d'hommes de l'armée russe. Et pour compenser ce manque d'hommes, il faut de l'armée ukrainienne. De l'armée ukrainienne, pardon, pour compenser le manque d'hommes. Oui, les Russes aussi. Il faut optimiser les hommes et surtout les pilotes qui sont en fait les plus longs à former, les plus compliqués à former. Et donc ça. Et qui sont une cible pour l'armée russe. Et qui sont une cible. Ouais. Une cible Céline Arranger, est-ce que cette capacité d'innovation, cette approche qualitative permet de compenser, selon vous, justement la masse côté russe? On voit que ces derniers jours, il y a eu des vagues de centaines de drones russes tirés sur l'Ukraine, accompagnés de dizaines de missiles. Donc, quand on écoute ou quand on regarde ce que font les troupes de Borovdi, on a l'impression qu'il y a un ascendant qui peut être pris sur les Russes. Est-ce que c'est le cas? Je pense que les Russes sont dans une impasse militaire en Ukraine et que les attaques, la multiplication des intimidations nucléaires et des attaques massives sur Kiev en sont la conséquence, en fait. C'est une des manifestations. C'est une manifestation de leurs difficultés? Il me semble important, oui. Oui, je pense qu'on a une nouvelle équipe aux manettes en Ukraine depuis le limogeage de Yermak. Directeur de cabinet du président. Qui a été on va certainement en reparler plus tard, mais le fait que Boudanov, qui était le chef du renseignement militaire, soit maintenant le chef de l'administration présidentielle, et que Fyodorov, qui a vraiment contribuer à cette montée en puissance de la numérisation et de tout ce qui concerne aussi les drones, soit désormais ministre de la Défense. Il est très jeune, cet état-major. Il est très jeune, non? Ils sont très jeunes, ce sont des trentenaires, très créatifs, très déterminés aussi. Et je pense qu'ils ont une nouvelle stratégie de la victoire qui consiste à créer des dilemmes stratégiques russes, en ayant une action à la fois sur le front et sur les arrières. Sur le front, c'est très clair, ils le disent ouvertement, l'objectif recherché, c'est de tuer le plus de soldats russes possible avec des drones et à moindre coût. Votre Borovdi appelle ça traire la Russie à mort. Traire à la vache, il appelle ça, oui. Il compare la Russie à une vache qu'il faut traire jusqu'à la mort. Oui. Sachant que les Russes ont, depuis l'été 2025, de plus en plus de mal à recruter. Et donc, en fait, ces attaques, cette multiplication des attaques sur le front, ça vise à créer une tension dans le recrutement russe, mais aussi à susciter le mécontentement des blogueurs militaires. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le front. Et puis après, il y a une nouvelle tactique, je pense, vis-à-vis du territoire russe. Ils ont multiplié les frappes dans la profondeur, des frappes massives, notamment avec des drones, et ils ne visent plus seulement des cibles militaires, c'est-à-dire des dépôts de munitions, des nœuds logistiques ou des usines d'armement. Ils visent maintenant les infrastructures portuaires pour entraver en fait l'exportation des hydrocarbures. Et pétrolières. Et ils visent
des cibles symboliques et notamment ils ont multiplié les attaques sur la région et la ville de Moscou. Et ça, on sait, on a un certain nombre de témoignages qui montrent qu'en fait ça crée une certaine fébrilité au sein même des élites russes. Et donc c'est aussi une façon de mettre la pression sur Poutine en fait. Lilia Cusick. Je voudrais juste ajouter, on a parlé de... ça peut être un peu cynique quand Brody elle dit... et qui veut tuer le plus de Russes possible. Oui, puisqu'il dit où c'est les Russes, où c'est... nous qui on tue les Russes ou c'est les Russes qui tuent les Ukrainiens. Et pourquoi toutes ces vidéos, pourquoi on voit... Vous parlez des vidéos où il montre des soldats en train de... Oui, parce qu'il dit que toute la mort doit avoir la preuve. Oui. Et donc, comme il a déjà évoqué, les 30% des meurtres de la Russie, des cibles russes, c'était fait par son équipe. Et je voudrais juste ajouter à tout ça que par le reportage de M. Saint-Paul, on voit que les positions d'Ukraine progressent dans la question militaire et technologique. Et donc, on voit ces derniers jours les positions des personnels politiques du monde entier, y compris votre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui dit dans ses réseaux sociaux que est-ce que la Russie va regretter d'avoir envoyé l'Ukraine. Et parmi ces arguments, il dit que l'Ukraine est en train de gagner la guerre des drones. Donc vous dites que c'est justifié et efficace, d'une certaine manière, en dépit du côté parfois un peu brutal ou violent, enfin choquant peut-être de certaines images qui sont diffusées. Oui, bien évidemment, l'Ukraine, plus que d'autres pays, veut la paix et veut que cette guerre d'agression de la Russie se termine. Et à la fois, comment on va arriver à ça que la Russie n'a aucune envie d'arrêter de son agression. Juste une petite question sur le côté innovation, adaptabilité. Est-ce que c'était un trait de caractère des Ukrainiens avant la guerre ou est-ce que c'est quelque chose qui a été stimulé par l'agression russe d'une certaine manière ? Je pense que tout le monde me demande cela, puisque tout le monde est un peu surpris et choqué comment la pays fonctionne au niveau digitalisation. On va dire que ça a commencé même avec, je veux dire, avec les années, le milieu des années 2010, c'était à 2016, puisqu'on est déjà été en train d'être réformé notre pays et à faire toutes les réformes pour adhérer à l'Union européenne. Oui. Et avec ça, on a créé notre ministère des transformations et de digitalisation, où Mikhail Fedorov, il était ministre de ce ministère. Et après, fameuse, je pense que plusieurs d'entre spectateurs, ils connaissent ce fameuse application d'IA qui dispose chaque citoyen de l'Ukraine. On a tout ce qu'il faut, tous les documents nécessaires, même on peut se marier. C'est une population connectée. Oui. Ça, parce que la digitalisation est une façon de lutter contre la corruption aussi. Donc on a tout digitalisé, tout ce qui est de l'ordre administratif a été numérisé pour lutter contre la corruption qui existait dans les administrations. Donc c'est Fedorov qui est c'est pas une société qui s'enfonce dans l'arriération du fait de la guerre, mais au contraire qui se modernise à la faveur de la guerre. Qui s'automobilise en permanence. Oui. Et ça, c'est quand même un trait qu'on retrouve
dans l'histoire longue de Mhm. l'Ukraine. Hein. Je pense que voilà, cette volonté de faire corps et ce sens de la responsabilité qu'on ressent très, très fortement en Ukraine. En fait, chaque citoyen, même s'il ne peut pas s'investir, enfin s'il ne veut pas s'engager dans l'armée, se sent investi d'une mission, que ce soit d'aider les réfugiés, d'aider donc les déplacés de guerre ou de venir en aide aux soldats qui sont blessés, amputés. Enfin voilà, tout le monde, il y a une société civile ukrainienne qui reste très mobilisée après, non pas seulement 4 ans de guerre, mais je dirais 12 ans. Oui, parce que 12 ans la guerre a commencé en 2014, oui. on le rappelle. Patrick Saint-Paul, au niveau de la stratégie, des middle strikes, des frappes dans la profondeur, expliquez-nous comment ça fonctionne, ce concept que vous évoquez de middle strike. Donc il y a une une frappe du milieu. En fait, ils se sont adaptés au manque qui existait dans les livraisons d'armes américaines. Et ils ont notamment, il y a une arme qui est irremplaçable, c'est le missile Patriot pour protéger le ciel des grandes villes. Et on l'a vu. Donc ça aurait Ces derniers jours, arrêté le missile Orechnik, mais en revanche, les Ukrainiens arrivent assez bien à arrêter tous les drones, mais tout ce qui est missile, évidemment, un drone n'arrête pas un missile. Et donc, sans les patriotes, là, il y a un vrai problème pour protéger le ciel. Et les patriotes sont mobilisés dans la guerre contre l'Iran. Voilà. Mais il y a une autre munition qui est venue à manquer de façon assez cruciale, c'était les munitions pour les HIMARS et pour les missiles ATACMS. Et donc ces missiles, donc les ATACMS permettent de frapper en profondeur le territoire russe, mais aussi à moyenne portée, et les HIMARS aussi sont des armes à moyenne portée. Et donc ils ont remplacé ces missiles-là par des drones de moyenne portée, puisqu'ils se sont aperçus que d'envoyer les drones dans la profondeur, les drones se faisaient souvent abattre, et que c'était en train de devenir un problème, qu'il n'y avait pas autant de succès et de chances de succès qu'on Donc il fallait nettoyer une zone intermédiaire. Ces drones-là sont utilisés d'abord permettent d'obtenir des gains, des succès sur le front parce qu'ils coupent les forces russes de leurs arrières en frappant les bases logistiques, c'est-à-dire tous les dépôts de munitions, de tout ce dont on a besoin pour faire la guerre. On parle dans un rayon de 200 km à peu près du front. De 200 km. Mais bon, on parle de entre 100 et 150 parce qu'en général, c'est là qu'est la chaîne logistique, c'est la distance entre les gens sur la première ligne de front et là où se trouve leur base logistique. Donc ça sert à taper ces cibles-là, mais surtout à ce qu'ils appellent ouvrir des portes en Russie. Et donc ouvrir des portes, c'est se créer une fenêtre ou une porte d'entrée en frappant les défenses. Des voies de passage, en fait. Des voies de passage, des défenses. On frappe toutes les défenses antiaériennes sur une ligne déterminée pour qu'un drone de longue portée passe à cet endroit-là. Et donc les défenses sont détruites par ces drones à moyenne portée. Et dans la foulée, les drones à longue portée vont pouvoir faire leur frappe en profondeur sur des dépôts de carburant, des ports, et maintenant ils assument aussi ouvertement sur des cibles symboliques comme Moscou. Et avant, il y avait tout un discours qui était de dire, voilà, on déplore toutes les victimes civiles, etc. Et là, pour la première fois, moi j'ai entendu des gens dire en Ukraine, mais c'est bien que la dame qui perd son mari quand il est en voiture en train d'aller au bureau commence à se retourner contre la guerre et de créer un choc dans la population aussi. Donc il y a cette partie-là qui n'existait pas avant, qui aujourd'hui est quelque chose d'assumé, qui certainement pose aussi des problèmes d'un point de vue juridique, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est assumé. Et donc, ces frappes en profondeur, c'est quelque chose qui a vraiment changé la donne, à la fois parce que c'est l'argent de la guerre. Les gens comme Brovdi et tous les stratèges en Ukraine disent que frapper le pétrole, c'est frapper ce qu'ils appellent l'argent du sang, tout ce qui finance cette guerre. Et ça permet de créer aussi un choc psychologique au sein de la population et de faire douter tous les oligarques et les élites qui sont dans l'entourage de Poutine. Ce matin même, Zelensky revendiquait 590 km² reconquis sur les Russes. Bon, c'est pas beaucoup. Mais est-ce que pour vous... C'est pas beaucoup, mais la dynamique est en train de s'inverser. a un peu changé.
Donc, on en vient à notre deuxième point. Est-ce qu'on se dirige vers une possible victoire, entre guillemets, on va essayer de définir ce que serait une victoire, mais vous y croyez les uns et les autres? Moi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est nouveau, c'est que les blogueurs russes et dans l'entourage de Poutine, on commence à discuter de ce scénario, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est une nouveauté. Oui, dites-moi, Livia Kuzik. Oui, je voulais ajouter que oui, c'est bien parler de ce déclenchement de la guerre, puisque c'est que la première fois que depuis 2023, l'Ukraine, comme vous avez dit, a repris les territoires qu'elle a perdus avant. Et donc, même il y a juste quelques jours, hier ou avant-hier, le président de la Finlande, Alexandre Stubb, il a dit qu'en fait, c'est peut-être le meilleur moment de toute la guerre de l'agression de la Russie contre l'Ukraine et la position plus forte de l'Ukraine envers tous les temps précédents. Moi, je serais plus prudente. Je pense qu'on... bien sûr que c'est important, hein, ils ont réussi à inverser la tendance et à créer cette fébrilité à Moscou, donc ça n'est pas rien du tout. Mais je pense qu'il y a vraiment une ambivalence. D'un côté, l'armée russe est affaiblie, elle a plus de mal à recruter. Elle perd entre 1000 et 1200 hommes tués et blessés par jour. Donc, si vous voulez, ils ont perdu entre 250 et 325 000 hommes tués depuis février 2022. Sans compter les blessés. Sans compter les blessés. Avec les blessés, c'est largement au-delà du million. Donc, il y a un effet de dégradation cumulative, si vous voulez. Les forces d'assaut, ils n'ont plus les capacités de manœuvre, en fait, pour exploiter les petites percées qu'ils arrivaient à faire l'an dernier. Mais le point très important que je voudrais souligner, c'est que il y a certes cet affaiblissement, mais en même temps, ils ont encore démontré ce week-end qu'ils ont des capacités de ciblage et d'attaque aérienne tout à fait massive. Ce week-end, c'était 600 drones de type Shahed, donc des gros drones de longue portée. 80-90 missiles. Et parmi les missiles, il y avait un Oreshnik, il y avait 3 Zircon qui sont tirés, enfin, ce sont des missiles redoutables. Il y avait 2 Kinjal, il y avait une quarantaine d'Iskander et une cinquantaine de calibres. Enfin bon. Mais en fait, c'est quand même, ça demande des capacités de coordination et de ciblage tout à fait phénoménales. Et donc ça, c'est quand même une capacité que les Russes ont acquise à travers cette guerre. Ils continuent à produire en masse, à la fois des missiles, 2000 par an d'après l'OTAN, et des drones, jusqu'à 3 millions par an de différents... Il n'y a pas que des drones Shahed, mais donc la messe n'est pas dite et la Russie n'est pas vaincue. Les jalons, en fait, d'une montée en puissance ultérieure. Donc, il y a certes un affaiblissement. Je pense que les Ukrainiens ont vraiment réussi un coup de maître, en fait, ces dernières semaines. Mais il ne faudrait pas sous-estimer la Russie. Il y a un point important, ce que vous décrivez aussi, Patrick Saint-Paul, c'est le basculement, depuis décembre à peu près, entre le nombre de soldats tués par les Ukrainiens et le nombre de soldats que Poutine parvient à enrôler. On serait autour de 30 000 par mois. Oui, entre 30 et 33 000 selon les mois. Oui. Voilà. Et donc, les Ukrainiens estiment qu'ils ont franchi, qu'ils ont passé ce cap, ce basculement. Oui. Est-ce que ça pourrait pousser Poutine à décréter une mobilisation générale ou partielle sous la pression? C'est envisageable? Céline Mahranger. Je pense pas que le bon c'est moment vraiment politiquement. La dernière option, c'est l'option la plus redoutée au Kremlin, ça c'est évident. Par contre, ils se
Pour le recrutement, en fait, ils se sont toujours appuyés sur à la fois le volontariat, c'est-à-dire des primes d'engagement et des soldes extrêmement alléchantes pour des hommes qui gagnent rien et qui vivent dans des régions reculées et déshéritées de Russie. C'est parfois l'équivalent de 60 années de salaire pour un ouvrier. C'est fou, c'est des sommes complètement fabuleuses. Pour la veuve ou pour... Exactement. Et ils se sont aussi appuyés sur le mercenariat, à la fois en recrutant dans les prisons. D'après le renseignement ukrainien, ils ont au bas mot recruté 150 000 prisonniers dans les prisons russes. Et bien sûr, il y a eu les Nord-Coréens, estimés à 12 000, qui ont... Pas mal d'Africains depuis quelques mois. 18 000, enfin c'est les chiffres dont moi je dispose, 18 000 personnes recrutées ailleurs dans le monde. Donc c'est quand même... Souvent d'ailleurs, on leur fait signer des contrats qu'ils ne savent pas lire en cyrillique, et ils se retrouvent sur le front en croyant qu'ils allaient faire autre chose. Depuis l'été dernier, il y a des difficultés de recrutement, et donc ils ont trouvé d'autres solutions. D'abord, il y a des pressions qui sont exercées contre les personnes qui sont en détention préventive ou qui attendent leur procès pour s'enrôler dans l'armée et aller combattre. Ensuite, dans les universités, ils exercent aussi des pressions pour qu'un certain quota d'étudiants s'engage. Donc vous voyez, notre correspondant à Moscou nous a raconté les pressions dans les universités. Voilà. Donc il y a des subterfuges en fait qui sont trouvés pour essayer de combler en fait ce déficit de troupes, mais c'est vrai que ça devient plus difficile et que ils sont quand même assez réticents, je pense, à procéder à une mobilisation générale. Mais en même temps, il y a des personnes qui interprètent l'interdiction de télégrammes et le ralentissement du flux d'Internet comme un signe de durcissement du régime, peut-être en vue en fait de cette éventualité-là. Patrick Saint-Paul, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je perds le fil. Brovdi, dans l'article que vous lui consacrez, ne pense pas à aucun moment que les forces ukrainiennes seront capables de reprendre tout le territoire qu'a conquis la Russie. Sûrement pas tout le Donbass, encore moins la Crimée. Donc, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'arriver à une autre forme de paix ou de cessation des combats. Est-ce qu'ils sont explicites sur l'objectif ? Pas tellement, parce qu'en fait, ils en ont pas une idée totalement précise. Il dit clairement, on va pas arriver à chasser les Russes l'objectif principal, de là où ils sont retranchés. C'était d'arrêter l'hémorragie et de tenir. Et donc ça, ils ont réussi à le faire. Et ils disent, après, avec la situation intérieure russe qui peut évoluer, ce qui se passe sur le front, qu'un effondrement n'est pas un scénario totalement exclu. Un effondrement qui devrait se produire à Moscou et non pas sur le front. Ou qui pourrait se produire ou à Moscou, avoir un effet sur le front, ou sur le front et avoir un effet à Moscou. Et donc, c'est des choses, eux créent les conditions pour que ça puisse être possible. Ils ne savent pas si ça le sera, et ils savent très bien qu'aujourd'hui, ils ont pris un petit ascendant dans cette guerre, mais que les Russes sont un ennemi redoutable et qui vont revenir plus forts et qui sont en train d'essayer d'imiter aussi ce que fait dans le domaine des drones l'Ukraine, et notamment ce fameux logiciel. Il y a deux logiciels, celui de gestion de tout l'aspect logistique, et un autre qui est un logiciel qui s'appelle Delta, qui est le logiciel opérationnel pour aller frapper des cibles, ou tout ce qui se passe sur le front. Toutes les données qu'on voit sur les écrans en vidéo sont digérées par une machine, et toutes les communications aussi sont gérées par cette machine. Et ce système Delta vous dit où sont les cibles, quelle est l'unité. C'est comme un centre de dispatching de taxi, en fait. Ils vous disent où est le client le plus proche à non pas à aller chercher, mais à éliminer. C'est le logiciel Uber. Et voilà. Et ce truc-là, les Russes essaient de le copier aussi. Et il y a un autre facteur qui est quelque chose qui a quand même aidé les Ukrainiens ces derniers mois de façon assez significative, c'est le fait que les Russes ne puissent plus utiliser le réseau d'Elon Musk Starlink. Le Starlink. Et d'ailleurs, les Ukrainiens qui, avant cette interdiction,
montré de façon ouverte qu'ils utilisaient assez ouverte tous leurs équipements Starlink, etc. Maintenant, ils demandent qu'on soit très discret. Ils disent non, ne dites pas qu'on a Starlink parce que Musk est quelqu'un d'irascible. S'il voit que ça permet de faire basculer la guerre et il va vouloir rééquilibrer le jeu en le redonnant aux Russes. Mais c'est quelque chose qui a eu un impact terrible sur le terrain parce que Starlink permet d'avoir des communications, c'est-à-dire de faire fonctionner les drones de façon à ce qu'ils soient beaucoup plus difficilement détectables par les Russes. Et sinon, il faut mettre des drones filaires pour être indétectables, parce que tous les systèmes radio peuvent être brouillés. Et avec un drone satellitaire, on ne peut plus être brouillé, donc on peut frapper sans que l'ennemi vous voit arriver, en fait. Lilia Kuzik, ça pourrait avoir quel aspect une victoire, entre guillemets, des Ukrainiens? À quoi ça ressemblerait? J'ai pensé à compléter à Saint-Paul, mais... dites-nous, complétez Saint-Paul, on est libre ici. Vous avez posé la question concernant la stratégie de M. Brody. Il a dit que sa stratégie principale, c'est arrêter d'avancement des Russes, oui, et qu'ils ne prennent pas toute la région de Donetsk, Luhansk, de Donbass. Oui. On dit Donbass, mais c'est pas... Donc les bloquer là où ils sont. Oui, et donc aussi, on a parlé des chiffres. Pour chaque mois, c'est 30 000, vous avez évoqué, pour les soldats russes. Chaque mois, c'est 30 000. 30 000 morts, oui. Et qui 31 000, c'était ciblé par les soldats de M. Brody. Et l'autre question, c'est aussi de faire déstabiliser des populations russes aussi. Et qu'ils ressentent la conséquence de leur soutien. Et possiblement se rebellent contre leur gouvernement, même si c'est pas quelque chose de garanti. Oui, qu'ils prennent la conscience que c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et qu'il y aura les conséquences sans doute pour eux aussi. Mais en supposant que cette stratégie fonctionne, quel est le point à partir duquel on peut dire... Les Ukrainiens peuvent dire, là, on est dans une position suffisamment solide, sinon dominante, mais du moins solide, pour discuter d'un accord de cessez-le-feu. Il y a je parle sous votre contrôle, Lilia, vous me direz si vous êtes d'accord. Je pense qu'il y a une évolution de la définition même de la victoire. Oui. Dans les premières années de la guerre à grande échelle, l'objectif affiché, qui était de manière implicite la définition qu'il se donnait de la victoire, consistait à reprendre l'ensemble des territoires perdus depuis 2014, c'est-à-dire Crimée y compris. C'était vraiment cet objectif territorial. Depuis la contre-offensive ratée de 2023, il est clair que l'armée ukrainienne, en tout cas au jour d'aujourd'hui, n'a pas les moyens militaires d'atteindre cet objectif. Mais pendant longtemps, parce que cet objectif avait cimenté l'union sacrée, en fait, tout le monde faisait semblant n'y touchez pas. Et on est passé de cette vision, de cette définition un peu maximaliste et militaire de la victoire à une conception, à mon avis, plus réaliste et plus politique. Je crois que l'Ukraine pourra dire qu'elle a gagné, qu'elle a remporté la victoire, si la guerre s'arrête sans qu'elle ne soit obligée de faire des concessions majeures, en fait, sans qu'elle ne soit obligée... Sans que M. Trump le dise à Zelensky, vous n'avez pas les cartes, alors renoncez à toute cette zone qu'elle sur la ligne de front. Qu'elle arrive à la fois à préserver son indépendance, sa souveraineté, son avenir euro-atlantique, et aussi la perspective de pouvoir réintégrer les territoires occupés aujourd'hui par des voies diplomatiques dans l'avenir. Si elle arrive et aussi de garder une armée forte. Oui. Hein. Évidemment, ça implique de ne pas renoncer
de ne pas en fait évacuer les territoires du Donbass, de ne rien céder de plus que ce qui a été perdu militairement. Qui a été déjà perdu militairement. Ça implique aussi de ne pas accepter de réduire la taille de l'armée. Et ça implique de ne pas renoncer à la perspective d'une adhésion à l'Union européenne ou à l'OTAN. Alors c'est autant. Ça veut dire en fait pas de concession à la table de négociation. C'est-à-dire on tient bon sur le terrain. Je crois et on ne cède pas davantage à la table de négociation, ce que vous décrivez. Je crois, en fait, tout ce que je viens de décrire, c'est ce que demandent les Russes pour commencer à envisager la possibilité de peut-être entrer dans une vraie négociation. Mais est-ce que Poutine aujourd'hui n'a pas lui aussi un intérêt à aller vers un gel du conflit? Moi, ce qui me semble important de garder à l'esprit, c'est que les Russes, et ça, il n'y a rien de nouveau à ça, se servent de la négociation pour obtenir des effets politiques. C'est-à-dire qu'ils ne négocient pas avec l'intention en fait, de trouver un compromis qui puisse, comment dire, qui puisse satisfaire les deux parties. Eux, ils se servent de la négociation dans le cadre de leur stratégie. Voilà. Et leur objectif, c'est quand même la destruction de l'Ukraine en tant qu'État-nation pleinement souverain et indépendant. Et au-delà de ça, c'est se servir de la guerre en Ukraine pour imposer à l'Europe une refonte complète des arrangements de sécurité. Et là, ils se servent de la négociation en fait pour mettre en défaut l'Ukraine, lui faire perdre le soutien américain et enfoncer un coin dans les relations entre Washington et Bruxelles. Mais peut-être, pardon, compte tenu de la posture de Donald Trump, le fait de tenir bon face aux Russes, voire de marquer des points, peut peut-être aussi changer la perspective de Trump, qui, lors des dernières négociations, disait aux Ukrainiens, de toute façon, ces territoires que vous n'avez pas perdus encore, vous allez les perdre, alors donnez-les tout de suite, et puis on n'en parle plus. Il y avait quand même 45 villes concernées par ces territoires. En fait, les Américains, il y a un malentendu fondamental. En tout cas, les négociateurs américains qui ont été mandatés par Donald Trump pensent que le conflit est un conflit territorial. Et donc, si les Ukrainiens cèdent des territoires et cèdent en fait aux pressions des Russes, le conflit peut s'arrêter. Oui. Mais ce n'est pas un conflit territorial. La question territoriale et même, je dirais, les questions de sécurité sont des prétextes pour détruire l'Ukraine. Ça apparaît très clairement, je pense, aux Ukrainiens. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Liliia Cuzic? Bien évidemment, je suis d'accord avec vous, madame. Puisqu'on a les chercheurs qui travaillent sur la question de la paix, de justice, reconstruction post-conflit. Et ils disent, comme Priscilla Rainer, elle dit qu'il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de justice si on ne résout pas les causes des conflits. Oui. Et donc, c'est aussi ce que disent les Russes, alors. Il faut faire attention avec les causes du conflit. C'est pourquoi il faut connaître bien évidemment les causes des conflits, pourquoi cette agression a été lancée. Et je voudrais juste ajouter aux questions de la victoire, si vous voulez savoir ce qui représente pour nous la victoire. Je voulais juste dire merci à vous trois pour ces débats aujourd'hui, puisque pour moi, c'est vraiment avancement majeur pour cette question-là, puisque tout ce qu'on a entendu les Ukrainiens, ce qui reste dans notre tête, qui cette phrase un peu mantra, nous soutenons l'Ukraine jusqu'à un moment nécessaire, jusqu'à faudra. Et maintenant, on se pose la question, est-ce que l'Ukraine peut encore gagner la guerre? Car il y aura d'autres citations que la Russie ne doit pas et ne peut pas gagner la guerre. Il n'y aurait pas jamais cette définition et cette position que c'est l'Ukraine qui doit gagner la guerre. Il y avait juste la question des faits de la Russie. Et donc, pour nous, les Ukrainiens, il y aura quelques dimensions de cette victoire.
Bien évidemment, on parle ce qui est pour nous important, la victoire militaire, et y compris la victoire au niveau de dimension de sécurité. La victoire sera quand on aura les garanties de sécurité et qu'on sache que cette guerre se reproduira jamais. Et d'autres questions, c'est question de souveraineté, que l'Ukraine, les victoires ukrainiennes, c'est les pays totalement souverains, indépendants. Et libre de choisir ses alliés, etc. Oui, avec son identité. Je voudrais qu'on vienne à cette question de la justice qui est importante, sur laquelle vous travaillez. On dit qu'on ne peut pas avoir de paix sans passer par la justice. En même temps, ça peut être considéré comme un obstacle parce que là, il y a un tribunal qui vient d'être créé par 36 pays du Conseil de l'Europe qui est censé juger le crime d'agression russe contre l'Ukraine, c'est-à-dire les décideurs politiques et militaires et pas nécessairement les exécutants. Pourquoi c'est important pour vous ? Vous m'avez coupé avec cette question exactement au moment qui est... Alors je vous redonne la parole. Qui tombe bien parce que la victoire ukrainienne, c'est aussi la question des droits et de justice. Voilà. La paix doit être juste et durable et doit être basée sur le droit international et aussi intégrité territoriale, même si c'est prétentieux, etc. Mais on reste avec notre, au moins sur les principes. Avec notre position. Ce qui est clair, c'est nos territoires internationalement reconnus. Et la justice est l'essentiel parce que elle est très demandée en Ukraine. On a les études qui montrent que 76% des Ukrainiens estiment que la paix ne sera jamais établie sans arrêter et juger les coupables. Pour être concret, c'est quoi la justice? C'est juger Vladimir Poutine, même par contumace, même de manière symbolique? C'est ça la justice ou... Pour la plupart des gens, la justice, pour chacun, elle est différente. Et pour la oui, mais quand vous travaillez là-dessus... Pour la plupart des gens, c'est la poursuite judiciaire. Mais, ce tribunal qui vient d'être créé, pardon, mais oui. ça vous paraît utile? C'est la bonne façon de procéder? Bien évidemment, c'est la demande des Ukrainiens. Mais je travaille à la fois à la question de justice transitionnelle et c'est le concept qui prend 5 dimensions et la poursuite judiciaire est l'un de ces piliers. Mais il faut dire aussi qu'il y a d'autres piliers qui sont importants et sans lesquels on ne peut pas évoluer et sans lesquels les victimes, les survivants et survivantes et la société ukrainienne ne parviennent pas à dépasser cette passé tragique de tous ces Ce que vous voulez dire, c'est que sans justice, ça revient à donner une amnistie qui équivaut à une amnésie. On oublie et puis on recommence la même chose quelques années plus tard, c'est ça? Oui, je vais vous dire qu'il y a avec la poursuite judiciaire, il y a d'autres aussi façons complémentaires. C'est les réparations qui sont importantes. C'est la question de la vérité. C'est la question des garanties de non-répétition qui comprend la question de sécurité, des garanties de sécurité et bien évidemment la question de mémoralisation de la guerre. Et c'est pourquoi on a travaillé sur les sujets de vérité et de justice au Conseil, au Collège de Bernardin. Et donc, j'invite vous trois et tous les spectateurs qui sont ici à notre soirée de conclusion de ce séminaire semestriel dont on parle de justice transitionnelle et quelle vérité. Ça aura lieu quand?
Ça aura lieu 15 juin. 15 juin, oui, au Bernardin. Place des Bernardins. Oui. Je pense que... Céline Mahangé. Je pense que pour bien comprendre en fait l'importance de cette quête de justice, il faut revenir en fait sur les crimes du passé. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont un sens aigu du tragique de leur histoire, en particulier au XXe siècle, de cette grande famine. Les crimes de Staline, l'Holodomor, jamais jugés. Jamais jugés. Il y a toujours eu une impunité complète sur des crimes. Par exemple, la grande famine qui a été orchestrée, l'historien Nicolas Werth l'a montré, archive à l'appui. Cette grande famine a fait 4 millions de morts. Entre 1932 et 1933. Voilà, c'est quelque chose qui est fondamental pour l'identité ukrainienne moderne. Je pense que ça contribue à fonder cette identité moderne. Aujourd'hui, dans les territoires occupés par la Russie, toute référence à cette grande famine, tous les monuments qui avaient pu être érigés sont enlevés et systématiquement... voilà, cette mémoire-là, elle est complètement occultée. Et je pense qu'ils veulent rompre, en fait, avec ce règne de l'arbitraire et de l'impunité. Oui. Et c'est aussi ça, c'est aussi avec cette mémoire historique en tête qu'ils combattent. Je pense que ça explique en partie, du moins, leur force de résistance. J'ai 2 objections qui ne sont pas les miennes, mais la première, c'est qu'ils n'auront pas l'aide des États-Unis, qui sont complètement opposés à toute justice internationale. La deuxième, c'est qu'il va y avoir une exigence de réciprocité côté russe. Les Russes vont dire, vous avez bombardé une école, ce sont des crimes de guerre, etc. Donc en fait, là, il y a le crime cette d'agression. aspiration, il y a le crime d'agression, mais est-ce que en introduisant, c'est peut-être cynique cette question, en introduisant l'exigence de justice dans le processus de fin de guerre ou dans un processus de paix, on ne le retarde pas, on le complique? Est-ce qu'on ne le complique pas? Je pense que de toute façon, cette demande sera irrecevable par les Russes. Oui. Donc, ça, à mon avis, c'est possible qu'en cas de, c'est possible en cas de défaite. Il faut qu'il y ait une défaite d'une des deux parties pour que on peut juger pratiquement que le vaincu. Les procès de Nuremberg, voilà, ça a été possible parce que l'Allemagne nazie a été défaite. On a pu juger le régime d'Hitler parce que Hitler a perdu la guerre. Si les Russes ne perdent pas la guerre, honnêtement, ça va être compliqué de les juger in situ et pour qu'ils participent au procès. Et ça va être compliqué d'en faire une condition pour les négociations. Et en réalité, ce qui se profile, c'est un tribunal international, probablement installé à La Haye, avec des gens jugés par contumace ou en leur absence, avec des décisions qui seront en fait symboliques peut-être, mais qui rendront le régime encore plus infréquentable. Je voudrais juste mentionner le fait qu'il y a un ensemble d'associations de la société civile ukrainienne qui se sont rassemblés pour créer ce qu'ils ont appelé un tribunal pour Poutine et qui recense, mais de manière très méthodique et très scrupuleuse, tous les crimes de guerre qui ont été recensés, qui les classifie et qui... donc peut-être qu'ils n'auront pas gain de cause, mais eux... Mais le travail préparatoire sera fait. Voilà, de leur résistance, cette lutte contre l'impunité. C'est important. Il y a des exemples, quand on voit le tribunal pour le génocide rwandais, les crimes ont été jugés alors que le régime Habyarimana était tombé. Mais si on regarde un autre exemple, si on prend le Libérien par exemple, Charles Taylor qui était au pouvoir, a été jugé alors qu'il était au pouvoir et il a fini par être arrêté et à partir en prison à La Haye. Donc c'est un travail de long terme. Totalement exclu, mais pour l'instant c'est pas très probable. Un travail de long terme que Poutine qui passe par la symbolique, mais qui peut avoir des résultats. Pour faire terminer, je voudrais vous poser une question qui va un peu à contresens de ce qu'on vient de dire, mais les Européens sont en train de s'interroger sur la nécessité ou pas de reparler avec Vladimir Poutine, de rétablir un contact diplomatique, voire de nommer un envoyé spécial très très vite. Vous pensez que c'est utile, nécessaire ou que c'est contre-productif? On voit déjà les pas, même
le président de la France, il a téléphoné, il a repris les contacts, il a téléphoné à Loukachenko. Peut-être que ce sera lui l'envoyé spécial des Européens. Pas l'envoyé spécial, mais quand même, ce ne sera pas les représentants d'Allemagne, en même temps, etc. Le président français, il passe pour un supporter quand même très solide et actif de Volodymyr Zelensky. Je voudrais juste dire que l'Ukraine est pour d'avoir l'envoyé spécial qui va être en train de négocier avec la Russie. Et ça peut être, j'ai déjà évoqué, le président de la Finlande, le président Alexandre, oui. Patrick Saint-Paul, vous en pensez quoi? Faut-il reparler à Vladimir Poutine? Moi, je pense que Vladimir Poutine conçoit la négociation, la discussion comme une arme, comme une autre façon de parvenir à ses fins, et que à chaque fois on se fait leurrer par lui et que c'est pas très utile. Céline Narangé. Moi, je partage plutôt cet avis. Je crois que si c'est fait, ce serait aussi pour avoir une forme de contrepoids. Il faut être présent à la table. Voilà, présent à la table, mais il faut le faire en toute lucidité sur les intentions russes. Merci beaucoup à tous les trois, merci pour vos lumières, c'était intéressant. Et malheureusement, le drame de l'Ukraine, on n'a pas fini d'en parler ici. Je vous remercie de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, ce sera Patrick Saint-Paul dans ce fauteuil. Très bonne semaine à tous, à la semaine prochaine.